Bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être venus pour cette nouvelle participation, pour cette nouvelle édition des Tech Days de l'UTSA. Aujourd'hui, nous allons présenter la solution de cybersécurité Picus. Alors, Picus, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Ça donne la capacité aux entreprises de tester les éléments de leur chaîne de défense en utilisant des scénarios d'attaque. Donc, ça sera notre partenaire Maxime Herbinet qui est avec nous d'Exclusive Network qui vous présentera la solution par la suite. Et juste avant cela, je vous propose un récap sur les activités principales de l'UTSA. Alors, l'UTSA aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 7 ans d'existence, 15 millions de chiffres d'affaires, plus de 100 collaborateurs. Donc, c'est une assez belle histoire, une croissance très forte qui se décrit en 4 domaines d'activité et 4 moyens d'intervention. Donc, qui vont être le management de projet, l'architecture et le design, l'intégration et bien entendu le maintien en conditions opérationnelles. Donc, pour commencer, la connectivité avec une forte expertise sur le Wi-Fi, le LAN, la sécurisation des accès et une valeur ajoutée sur tout ce qui va être Software Defined Network. En effet, nous sommes l'un des premiers intégrateurs à avoir approché ce type de technologie et aujourd'hui, on compte un grand nombre de projets à travers la France. Pour continuer, la cybersécurité avec un fort accent sur les menaces zero day. Aujourd'hui, nous accompagnons la plupart des entreprises à choisir leur solution dans leur chaîne de défense, bien entendu, pour faire face à ces nouvelles menaces en les accompagnant sur le choix d'une solution à détection comportementale. Donc, l'UTSA accompagne ces entreprises, notamment dû à la crise du Covid-19, donc où qu'ils se trouvent, pour sécuriser leur connexion afin de leur permettre de travailler d'une façon autonome. Pour continuer, donc, la partie audit, gouvernance, risque et compliance qui entend beaucoup parler d'elle aujourd'hui dû à ces nouvelles façons de travailler, notamment dans la gestion des identités. Donc, tout est en train d'être remis en cause et on accompagne aujourd'hui nos clients grâce à nos consultants SSI dans leur sécurité fonctionnelle, que ce soit donc de la mise à jour de la PSSI au plan de reprise d'activité. On accompagne donc les équipes sécurité dans le renforcement de leur SMSI. Enfin, pour terminer, la partie cloud, on va aujourd'hui accompagner les dirigeants dans la sécurisation de leurs instances, également donc des applications qu'elles utiliseraient. Et pour finir, on va également faire de l'audit sur conteneurs. Donc, ce sont des choses qui se font de plus en plus et on va apporter cette sécurité qui est primordiale au sein de ces nouveaux environnements. Voilà, je vous remercie et je laisse Maxime donc continuer pour la présentation. Merci Raphaël. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que vous m'entendez, c'est bon, juste pour être sûr, on peut parler dans le vide. On t'entend bien, Maxime. Nickel. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la cybersécurité. On va se focaliser notamment sur la validation et l'évolution ou l'augmentation de la security posture. Les questions qu'on cherche ici à se poser, c'est à quel point on pense ou à quel point on est efficace en termes de matière sécurité dans une chaîne de défense d'un SI. Les questions à se poser, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, on est à même d'évaluer notre posture de sécurité? Est-ce qu'on est capable de la chiffrer? Est-ce qu'on est capable d'identifier quels sont nos points forts ou nos points faibles? Et aussi, quels sont les temps de réponse qu'on va avoir vis-à-vis d'une nouvelle menace? Quand on me pose ce genre de questions dans certaines entreprises, des fois, la réponse qu'on a, c'est on a investi de l'argent, on a mis en place des solutions. Je pense qu'on est bien sécurisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être bien sécurisé? Pas grand-chose. Donc là, ce qu'on va essayer, c'est de mettre des indicateurs un petit peu plus factuels pour pour pouvoir vraiment être conscient et être ensuite en mesure de durcir le niveau de sécurité. Donc la technologie Picus, dont on va parler aujourd'hui, est une technologie qu'on appelle de Breach and Attack Simulation.
Donc en gros, on va envoyer des attaques comme celles qu'il y aurait vraiment dans la nature et regarder le comportement de notre chaîne de défense. C'est un marché qui est relativement jeune. La plupart des acteurs ont été créés entre 2013 et 2015. Picus est considéré comme un pionnier de ce marché-là. C'est une techno c'est une techno qui a été fondée par c'est une techno turque. Donc une grosse partie de la R&D est faite à Ankara. Et la majorité des clients sont plutôt des clients grands comptes parce qu'en fait, on adresse des problématiques d'optimisation du SOC et de durcissement de la sécurité. Donc, il faut déjà avoir une certaine maturité en termes de sécu. Alors, pourquoi Picus? En fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le paysage des menaces ou dans le paysage des fuites de données, on se rend compte que on fait beaucoup d'investissements en termes de cybersécurité. On achète plein de technologies, des pare-feux, des proxys, des IPS, etc. Et en fait, il continue toujours à y avoir des fuites de données, des compromissions toujours plus grosses, etc. Et on est en droit de se poser la question, comment ça se fait que des compagnies comme Equifax, British Airways, Marriott, etc., Twitter se retrouvent vulnérables ou compromis, alors que de toute évidence, ils ont quand même des moyens conséquents pour se prémunir de tout ça. À titre d'exemple, Equifax aux États-Unis, c'est une société qui gère les credit scores. Vous savez probablement aux États-Unis, les gens qui veulent avoir une carte de crédit, ils sont grosso modo évalués sur la santé de leur portefeuille financier ou sur la santé de leur bon paiement ou le fait de payer son loyer à temps, etc. Donc Equifax, c'est une société qui collecte toutes ces informations personnelles et ils ont eu en 2017 une énorme compromission alors que ils ont compromis à peu près une cinquantaine de serveurs des bases de données alors qu'ils ont investi plus de 200 millions de dollars en cyber et qu'ils ont des centaines d'ingés sur cette partie cyber. Donc, on voit bien que malgré les moyens, on a quand même des brèches qui restent ou des portes ouvertes qui restent là. En l'occurrence, en mars 2017, c'était une vulnérabilité sur des serveurs Apache, donc c'était quand même quelque chose d'assez classique. En fait, pourquoi est-ce que ça se produit grosso modo? Il y a un certain nombre d'études qui disent que en fait on manque de compétences, on manque de ressources, on manque j'ai envie de dire de rationalité pour être efficace dans la protection. On a la fâcheuse tendance des fois à assumer, on va dire, ou à prendre pour hypothèse que parce qu'on a acheté telle ou telle techno, on est protégé. Et en fait, on valide pas toujours, ou alors on le valide de manière partielle. Notamment via le biais de pentest. Donc, on sait que dans les grosses organisations, le fait de faire des pentests, c'est vraiment important pour vérifier que on met pas notre système d'information à risque, qu'on n'a pas des grosses failles, etc. dans notre environnement. Grosso modo, le pentest, ça va permettre de confirmer ou d'identifier des grosses brèches. La difficulté du pentest, c'est qu'un pentest, c'est un instant T du réseau. Et aujourd'hui, les menaces, elles évoluent en permanence. Et grosso modo, il y a deux manières de se prémunir des menaces. Il y a d'une part le fait de alors, quand on dit block it, moi j'ai tendance plutôt à dire on les intercepte sur le transit. Donc typiquement, on va faire ça avec des firewalls, des UTM, des Next Generation Firewall, avec des gateways web ou des gateways email, avec des technologies de sandbox ou des IPS, etc. Donc, on a tous les acteurs, il n'y a pas tous les logos, mais j'ai essayé de froisser personne, tous les acteurs de la défense périmétrique, on va dire. Et l'autre approche, c'est le fait de patcher les serveurs. On sait que voilà, il y a un très grand nombre de compromissions qui utilisent ou qui reposent sur le fait d'avoir des vulnérabilités sur ces assets, que ce soit des serveurs ou des clients ou tout type de machine, ça peut aussi être des IoT aujourd'hui, etc. La difficulté, c'est que ces deux approches-là sont complémentaires. Le problème
qu'on va pouvoir retrouver dans la partie vulnerability management, c'est qu'aujourd'hui, des vulnes dans la nature, il en existe des milliers. Il y en a qui sortent tous les jours en grand nombre et en types très différents. Donc, le cycle complet de mettre à jour des assets qui sont vulnérables, ça prend en général pas mal de temps. L'autre souci qu'on va avoir dans le vulnerability management, c'est que on a des services applicatifs ou des bases de données qui sont potentiellement mission critical. On peut pas les arrêter du jour au lendemain parce que il y a du business qui tourne derrière, ou bien on peut aussi avoir des tierces parties sur lesquelles on n'a pas la main. Si je parle des IoT, c'est pas forcément évident d'aller mettre à jour un IoT pour enlever une vulnérabilité. Ou bien on va sur des systèmes industriels, on peut pas mettre à l'arrêt une chaîne de production, etc. Donc le fait de mettre en place des mécanismes de sécurité de défense, c'est vraiment important. Et la difficulté, c'est est-ce qu'on est capable de le faire avec efficacité. Et c'est là où Picus va rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire on va essayer d'augmenter l'efficacité de sa protection ou de sa chaîne de défense. On va arrêter de considérer que parce qu'on a investi de l'argent, on est bien protégé. On veut savoir quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles pour ensuite prioriser aussi dans la gestion du SOC qu'est-ce qui peut potentiellement nous mettre à risque. Donc voilà un petit peu la démarche et surtout, grâce à Picus, on va pouvoir avoir une visibilité en continu. Donc, on parle de continuous breach and attack simulation, c'est-à-dire qu'on va toute la journée, toutes les minutes, envoyer des petites attaques au travers du réseau, et ça va nous permettre de suivre l'évolution des menaces. Je vous montrerai un petit peu tout ça tout à l'heure dans la démo. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les équipes de SOC, elles peuvent pas, enfin, c'est très compliqué de suivre les nouvelles vulnérabilités, les nouvelles menaces, les nouveaux exploits qui sortent tous les jours ou toutes les semaines. Et là, c'est Picus qui va nous donner cette visibilité-là. C'est Picus qui va envoyer les nouveaux exploits, les nouveaux malwares, les payloads malicieuses, etc. De telle sorte qu'on est capable d'identifier si notre posture, elle est constante ou si on a une baisse de la posture. Et évidemment, ce qu'on va aussi chercher, c'est à augmenter notre posture au fil du temps. C'est-à-dire, à force de voir des attaques passer, on va identifier que tel ou tel équipement est mal configuré. Donc ça, on sait qu'aujourd'hui, les erreurs humaines de configuration, c'est un gros chantier. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de compromissions. Et donc, on va travailler là-dessus pour être capable de dire, OK, il y a un an, j'avais une posture de 60% et aujourd'hui, j'ai une posture de 80%. Et ça, c'est déjà très intéressant de pouvoir le quantifier. Donc, je vous ai expliqué les difficultés aujourd'hui. Il y a beaucoup de menaces. C'est difficile de les suivre toutes. On va avoir des informations sur les nouvelles menaces qui vont nous être diffusées soit par les vendors, donc les éditeurs de cybersécurité. On peut penser à Cisco, à Checkpoint, à Palo Alto, Fortinet, etc. Donc, eux, ils vont nous envoyer des mises à jour. Maintenant, est-ce que ces mises à jour elles correspondent à ce que nous, on a besoin de bloquer, etc. C'est difficile des fois de s'y retrouver. Et puis, on peut avoir aussi de la threat intelligence qui va être fournie typiquement par des entités gouvernementales ou par des entités privées comme l'ANSSI en France ou la NSA ou d'autres organisations comme ça qui vont publier. L'ANSSI le fait de plus en plus d'ailleurs, il publie de plus en plus d'indicateurs de compromission en disant on a identifié tel payload, telle campagne d'attaque en ce moment qui vient de Russie, de Chine ou je ne sais où. Mais c'est quand même très difficile de suivre toutes ces nouvelles menaces. Ensuite, la difficulté, c'est d'appliquer les éventuelles préconisations, on va dire, de ces différentes sources dans les équipements de sécurité. Parce qu'il faut en permanence revenir sur les règles de sécurité, ajouter des signatures, etc. Donc ça, c'est très chronophage. Et enfin, aujourd'hui, on sait que bloquer à 100%, c'est pas possible. Le risque zéro, il n'existe pas. Donc, il y a des menaces qui vont passer, il y a des machines qui vont se faire compromettre d'une certaine manière. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on soit capable de faire de la détection pure, c'est-à-dire du post-mortem dans certains cas, avec du SIEM ou avec du SOR, des technologies comme ça, qui vont nous permettre de faire une analyse
a posteriori sur quelles ont été les communications ou quels ont été les processus sur une machine qui serait passée. Donc Picus va aussi être capable de jouer en fait, de jouer à l'avance des scénarios d'attaque pour vérifier que tout le traitement du SIEM et tout le traitement de l'incidentologie, il est bien géré. Donc en résumé, on a 3 grosses étapes. Première étape, c'est de comprendre le paysage des menaces. Ensuite, de l'évaluer, donc en envoyant justement ces attaques au travers du réseau. Et la dernière étape, évidemment, ça va être de durcir les politiques de sécurité pour vérifier que hier, telle attaque ou telle menace, elle pouvait passer dans le réseau et aujourd'hui, elle ne peut plus parce qu'on a modifié les configurations. S'il y avait des erreurs humaines, on va pouvoir les corriger, etc., etc. Une des grosses particularités de Picus, c'est que c'est une technologie qui est complètement indépendante et vendor agnostique. Ils n'ont pas été rachetés, c'est pas dans les tuyaux par un autre gros acteur, etc. Donc, et en plus, on ne fournit pas d'informations, en tout cas pas par défaut. C'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément la philosophie. On ne fournit pas d'informations sur ce qui est existant dans le réseau. On va pas dire à Picus, ici j'ai un serveur Apache, là j'ai un reverse proxy F5 ou je ne sais quoi. Donc ça va permettre d'être complètement entre guillemets universel. Et le dernier différenciateur fort, c'est que quand on envoie les attaques, en fait, on envoie on envoie les attaques via des faux attaquants et des fausses victimes. Alors, en gros, c'est des sondes, c'est des petites VM, on va voir ça par la suite. Et on ne veut jamais mettre à risque les ressources, les assets de l'entreprise. On va jamais cibler réellement la base SQL du client, le serveur web d'une plateforme de e-commerce ou des choses comme ça. Ça, c'est un petit peu des fois c'est le coût, entre guillemets, le risque. Mais après, ça a aussi ses avantages quand on fait du pen test. C'est que dans certains cas, on sait qu'il peut y avoir un risque pour les assets. Donc, on prend tout un tas de précautions pour que ça arrive pas ou le moins possible. Mais là, Picus, ce qu'on cherche à faire, c'est évaluer non pas les assets ou les vulnérabilités sur les serveurs, parce que ça, il y a plein d'autres produits qui le font très bien. C'est d'évaluer le bon positionnement, la bonne configuration de la chaîne de défense. Et si parmi vous, il y en a qui font de la configuration ou du terrain, je pense que j'ai aucun mal à les convaincre en disant que parfois, on arrive sur des firewalls ou on arrive sur des équipements et on se rend compte que on a beau avoir acheté des Rolls, des fois, ça a été configuré un petit peu soit à la va-vite parce qu'on manquait de temps ou de compétences, etc. Et des fois, c'est pas optimisé et on n'a pas forcément le niveau de sécurité qu'on pourrait espérer. Donc, on va essayer aussi de rentabiliser tout ça. Comment ça fonctionne? Donc, Picus a des laboratoires, enfin des équipes de recherche qui sont scindées en deux. On a une équipe qui s'appelle la Red Team qui va se charger de construire une database d'attaques. C'est un panel assez gigantesque d'exploits, etc. J'y reviendrai dans le détail par la suite. Mais en gros, ils prennent tout ce qu'il y a de plus crade dans la nature et ils le mettent dans une grosse database pour pouvoir s'en servir et faire transiter ces menaces-là dans notre réseau. C'est dans notre réseau de production, mais sur des sondes qui sont, entre guillemets, isolées du reste de l'infrastructure. Ensuite, on va avoir la partie control plane, donc on appelle le BAS engine. Donc en gros, on va envoyer une attaque d'un attaquant vers une victime et grosso modo, les deux sondes vont rapporter au manager OK, l'attaque, elle est bien reçue. Donc, si on a reçu l'attaque sur la victime, c'est qu'il n'y a personne entre les deux qui a décidé de la bloquer. Donc, c'est qu'on a un faux négatif. C'est vraiment l'objectif de Picus, c'est d'identifier où est-ce qu'il y a des menaces qui passent sous les radars. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, des faux négatifs. Aussi parce que c'est très difficile à détecter. Les acteurs de cybersécurité le disent eux-mêmes. Pour détecter qu'on a du faux négatif dans son réseau,
la meilleure approche aujourd'hui, c'est celle du pen test ou bien du breach and attack simulation. Il va y avoir trois types de vecteurs d'attaque. On va parler des vecteurs réseau. Donc, d'une sonde réseau à une autre sonde réseau, on va traverser un firewall, par exemple. On va envoyer des emails ou bien compromettre des endpoints. Alors, quand je dis compromettre des endpoints, en réalité, à aujourd'hui, la partie compromission de endpoint ne se fait que sur Windows. Voilà, juste pour information. Et le dernier pendant, c'est la partie détection. Donc, on va pouvoir s'interfacer avec des plateformes de SIEM pour optimiser la remédiation. On peut intégrer des règles Sigma notamment. Et les laboratoires Picus, donc dans la partie Blue Team, va également être en charge de fournir des préconisations de remédiation ou de mitigation plus exactement. C'est-à-dire, on a identifié que telle attaque, elle avait traversé votre firewall checkpoint et votre IPS McAfee. Eh bien, Picus va vous dire, bah, telle attaque sur McAfee, il faut implémenter telle signature. Donc là, ensuite, il suffit juste d'aller voir, entre guillemets, dans les logs ou dans les règles de sécurité pour implémenter les règles qui ne seraient pas forcément actives correctement. Après, on a aussi des cas de figure où, bah, je vous montrerai tout à l'heure, il y a des attaques qui sont sorties il y a 15 jours ou la semaine dernière, et certains éditeurs n'ont pas encore fait de signature pour ces attaques. Donc là, bah, on a tout simplement un trou dans la raquette, on ne sait pas se défendre vis-à-vis de telle ou telle attaque. Ça, c'est un souci, on va dire, mais pour moi, c'est pas le plus gros. Le plus gros souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes analyses, différents rapports qui ont montré que les équipements de sécurité, des fois, quand on les sort du carton et qu'on laisse les profils par défaut, on a un niveau de protection qui est relativement faible. En moyenne, on est de l'ordre de 40% de taux de blocage et à peu près 30 à 35% de taux de détection sur la partie SIEM. Donc en fait, bah, clairement, il y a un souci dans l'efficacité des produits qui sont mis en place. Et souvent, c'est aussi lié à des problèmes de configuration. Donc ça, c'est des statistiques sur les environnements qui sont en production. Okay, parce qu'on sait très bien que voilà, les éditeurs ont fait des benchmarks, ils ont des taux de détection de l'ordre de 99%. Le souci, c'est que dans la vraie vie, on n'a pas forcément durci la config pour atteindre ces taux de détection-là. Donc les statistiques sont plutôt mauvaises, on va dire. Ça me fait penser que j'ai pas forcément donné le détail, donc je vais revenir dessus. Alors qu'est-ce qu'on va tester avec Picus? On va tester, alors évidemment le plus simple, des payloads, donc des malwares, donc typiquement des fichiers exe ou des DLL. On va tester des attaques web. Donc souvent, ça va être du drive-by download, du buffer overflow sur des navigateurs, etc. Des exploits. Je pense par exemple à du cross-site scripting ou des SQL injections sur des serveurs web. Et des emails. Donc ça, c'est les différents types de payload. Donc aujourd'hui, il manque un petit peu de mise à jour ce slide. Aujourd'hui, on est à plus de 9000 échantillons de menaces et on va envoyer ces 9000 menaces au travers du réseau. Et ensuite, on a aussi des scénarios d'attaque. Alors, les scénarios d'attaque, ils sont créés par Picus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont de leur propre conception. Et on va pouvoir, dans ce cas-là, compromettre des machines, faire des mouvements latéraux, faire de l'escalade de privilèges. On verra ça un petit peu au niveau du framework Mitre tout à l'heure. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que si on prend par exemple le mois de juin, Picus a publié 125 nouveaux échantillons d'attaque. Ils font un gros boulot dans leur laboratoire et ils ont énormément de publications. Il y a beaucoup d'articles. Ils ont quand même une très grosse culture offensive. Donc ça, c'est juste pour illustrer un petit peu. Ok. Alors, comment ça marche? J'ai perdu un bout. Tac.
Donc quand ça marche, si on caricature un petit peu un réseau d'entreprise, sans forcément prendre le détail d'une multinationale, une chaîne de défense dans un SI à peu près traditionnel, ça ressemble à ça. On va avoir Internet, des firewalls, des proxys, des reverse proxy ou des WAF, des ressources, donc des serveurs web, des bases SQL. On peut avoir des serveurs en interne aussi, des plateformes de messagerie et des interconnexions avec des clients ou des partenaires. Okay. L'idée, c'est qu'on va aller déployer dans ce réseau des petites sondes. Donc, on peut avoir, enfin, les sondes vont reporter à un Picus Manager, qui est donc soit une appliance on-premise, soit un manager dans le cloud, qui sera fourni par Picus. Et on va installer nos petites VM. Donc, c'est des CentOS durcis qui vont du coup récupérer leur database avec le moteur qui va permettre d'envoyer les attaques et de recevoir et d'indiquer si elles sont passées ou pas passées. Ok. Donc là, typiquement, si on prend l'exemple d'un client qui est sur Internet, bah, en fait, à côté de ce client, typiquement, il peut aussi y avoir un attaquant. Et donc, l'idée, ça va être de se dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai mon attaquant sur Internet qui envoie un flux malicieux sur un serveur web? Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder quand cet attaquant envoie une attaque d'SQL injection, par exemple, ou de cross-site scripting, ou un formulaire malicieux, etc., sur notre site web, comment vont réagir les équipements qui sont entre les deux? Comment va réagir la chaîne de défense, les différentes briques qui se positionnent entre les deux? Alors, on sait que, en général, chaque équipement va pas forcément avoir un taux de blocage de 100%. Ça, c'est une certitude. Peut-être que l'IPS, il va faire 80% parce qu'il n'a pas été super bien configuré. Peut-être que le firewall, il va faire 80% parce qu'il n'a pas été super bien configuré. Et le F5, pareil. Et ce qui nous intéresse, au final, c'est est-ce que cette chaîne totale, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'on est à 50% d'attaques bloquées ou est-ce qu'on est à 99% d'attaques bloquées? Donc, c'est ça qu'on va pouvoir faire. Et donc, ce flux-là, on va appeler ça un vecteur. C'est un vecteur d'attaque. Là, je vous ai illustré une attaque serveur. Donc, en fait, c'est un attaquant qui cible un serveur. Donc, on parle de server-side attack. Et on va aussi avoir différents types d'attaques, enfin, d'autres catégories d'attaques, comme par exemple les attaques côté client. Donc, si par exemple, j'ai un équipement qui est dans mon réseau interne et que je réussis à compromettre cet équipement, on va le plus souvent avoir du client-side attack, donc typiquement des vulnérabilités sur des serveurs, sur des navigateurs, où en fait c'est la sonde qui est ici, elle va télécharger une menace depuis Internet. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que le proxy, il a identifié qu'on était en train de télécharger un malware? Ou bien ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de tester de l'exfiltration de données. Donc la sonde qui est ici, elle va se mettre à envoyer vers Internet ou vers l'attaquant. Elle va exfiltrer des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociaux, etc. Donc on va pouvoir tester de l'exfiltration. On peut aussi tester de l'offuscation protocolaire. Donc si on fait de l'encapsulation dans du DNS par exemple. Donc ça, on va être plutôt dans une approche network sur des flux sortants. Et après, on a donc le test sur les emails. Donc, grosso modo, c'est un attaquant qui va envoyer des emails à une victime. Et puis, le but, c'est de voir est-ce que l'email, il est arrivé jusqu'au destinataire ou est-ce qu'il a été supprimé en cours de route. Et enfin, on a la protection de type endpoint. Magnifique transition, c'est le slide d'après. La particularité de ce module endpoint, c'est qu'en fait, on va pouvoir aller au-delà de juste des paquets IP. On va en fait on va déployer un agent, donc un logiciel, sur un PC test. Alors, Picus disent, grosso modo, il faut que ce soit une machine idéalement qui est préparée avec le ghost, le master de l'entreprise, pour qu'il ait les mêmes logiciels de sécurité. Si vous avez, je sais pas, du Kaspersky ou du Symantec sur la machine, les mêmes GPO. Si par exemple, l'utilisateur il n'est pas admin de son poste, ça va forcément jouer un rôle
dans l'escalade de privilèges, dans la capacité à faire de la latéralisation. Et donc cet agent-là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler à l'intérieur de l'OS Windows et regarder le détail de comment se comporte à la fois l'OS et le logiciel de protection de endpoint, donc typiquement le Kaspersky ou autre. Et on va être capable du coup de voir tous les détails de potentiellement la compromission d'une machine. Et donc ça, on va le faire sur une vraie machine qu'on va en général essayer d'un peu isoler du réseau, mais qui va du coup transiter par les mêmes ressources, par les mêmes firewalls, par les mêmes proxys que les utilisateurs. Donc on va mettre en gros, c'est un peu comme si on faisait de la sandbox, sauf qu'on le fait avec un détail de l'exécution de tout ce qui se passe, et on ne le fait pas uniquement sur le endpoint, parce que si par exemple il y a un firewall ou un proxy en amont, on va aussi augmenter la posture d'une certaine manière. Donc pour ça, Picus exploite des tactiques et des techniques du framework du Mitre que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est également grâce à ce module-là qu'ils font les scénarios d'APT avec compromission, escalade, mouvement latéral et exfiltration de données le cas échéant. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est bien beau de savoir qu'on a des trous dans la raquette. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir augmenter notre posture. Donc, Picus a des partenariats technologiques depuis sa création. Donc aujourd'hui, la liste est presque à jour parce qu'elle date de fin 2019. Et donc, ces partenariats permettent à Picus de vous donner le détail de la signature à mettre en place pour bloquer telle ou telle menace. Et ça va également vous fournir des best practices de comment augmenter votre niveau de sécurité. Donc ça, c'est pour la partie blocage. Et ensuite, pour la partie détection, on va du coup s'interfacer avec des plateformes de SIEM pour être capable de jouer des compromissions à l'avance, de telle sorte que c'est un peu comme si on faisait des exercices de compromission, quoi. On va déclencher des attaques et puis on va regarder est-ce que ça a bien créé un incident dans le QRadar ou dans le Splunk, etc. Et enfin, c'est possible de s'intégrer avec des plateformes de service desk pour faire du ticketing ou s'interfacer avec des API pour récupérer les bases de connaissances Picus, etc. C'est des choses assez classiques aujourd'hui. Donc en résumé, les objectifs de Picus, c'est de réduire le niveau de risque en identifiant quelles sont les menaces qui passent et celles qui passent pas. Bon, celles-là, normalement, on est plutôt content qu'elles passent pas. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est grâce à cette visibilité accrue, de pouvoir prioriser des décisions au niveau du SOC. Parce qu'en fait, quand vous avez des centaines ou des milliers de nouvelles vulnérabilités qui apparaissent, quelles sont celles qu'il faut patcher en premier, quelles sont celles qui sont les plus critiques. Le fait de savoir que, par exemple, il y a une nouvelle vulne qui est sortie et qu'en parallèle, par exemple, votre firewall, il ne sait pas bloquer cette vulne, du coup, c'est d'autant plus critique et il faut d'autant plus patcher les serveurs rapidement. Donc, on va pouvoir en fait affiner l'agenda aussi de sécurité en fonction des résultats du Picus. Donc ça va permettre de réduire les coûts au niveau OPEX parce que forcément, on va nettement faciliter le travail des équipes de sécurité. Et puis ici, ça veut dire potentiellement, il y a une nouvelle vulnérabilité qui est sortie. Dans les jours en général qui suivent, elle est dispo sur le manager. Vous allez pouvoir éventuellement la jouer directement sur votre infrastructure sans avoir à aller fouiller dans les forums ou dans le darknet quelles sont les bonnes manières pour exploiter telle ou telle vulnérabilité. Et évidemment, le fait aussi de savoir quels sont les équipements qui laissent passer du faux négatif, ça va évidemment aider les décisionnaires potentiellement à changer certaines parties de l'infrastructure, à renouveler des équipements qui peut-être seraient pas suffisamment efficaces dans
dans la chaîne de défense. Et donc, ça va permettre de tirer un meilleur profit à la fois des équipements actifs aujourd'hui parce qu'on va augmenter leur niveau d'efficacité et aussi permettre des futurs investissements qui seront peut-être plus efficaces ou plus pertinents. OK. Donc ça, c'était sur la théorie. Alors, j'ai perdu la petite bulle avec les questions, juste être sûr que tout va bien. Alors, je veux bien juste qu'on me confirme que vous voyez bien mon écran. Yes, yes. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? On a nos petites sondes qu'on va déployer. Donc ça, c'est des VM qui peuvent être déployés donc soit dans l'infrastructure, dans le data center, voire chez des partenaires. Hein. La compromission latérale, aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose d'assez fréquent. J'ai également, par exemple, cette machine-là, c'est une ressource qui est dans Google Cloud. Donc, on peut déployer un peu des tirs là où ça nous intéresse. Et ensuite, on va définir des vecteurs. On va dire, je veux que telle sonde, elle envoie un mail à telle sonde. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, moi, j'ai dans mon infra, j'ai une sonde qui est derrière un reverse proxy, j'ai une sonde qui est en cascade avec un Palo Alto, une autre avec un Fortinet. Et donc, en fait, ça me permet d'évaluer les taux de blocage dans ces différents scénarios-là. Donc, ça, c'est les vecteurs qu'on a définis en disant, par exemple, si je prends celui-là, c'est un attaquant sur Internet qui contacte une sonde derrière le WAF. OK ? Donc, en l'occurrence, il y a un FortiGate plus un FortiWeb. Alors, la protection du FortiGate, on l'a enlevé volontairement pour pouvoir mettre en lumière éventuellement certaines choses sur le FortiWeb. Et donc, si je prends cet exemple-là, ici, j'ai sur ce vecteur-là un taux de détection de blocage, un security score de 59%. OK ? Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est quand même pas génial, 59%. Effectivement, mais bon, c'est aussi pour les besoins de la démo, on n'a pas forcément activé tous les moteurs. Donc, on n'incrimine personne dans cette démo, s'il vous plaît. Notamment, ce qu'on a fait exprès, c'est de désactiver une partie du moteur de cross-site scripting. Donc, dans le FortiWeb, il y a une case, grosso modo, qui n'est pas cochée. Et donc là, on voit bien que si on prend les menaces de web, donc on a tout un panel de menaces web, donc du cross-site scripting, du pass traversal, par exemple, ou des SQL injections. On voit que sur la partie SQL injection, visiblement, c'est bien configuré parce qu'on a quand même un très bon taux de blocage. Par contre, sur la partie cross-site scripting, on voit qu'on a on a vraiment un mauvais taux de détection. Et en fait, si on regarde dans la partie mitigation, ce qu'on va voir apparaître ici, c'est potentiellement qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en fait, on voit bien que là, dans les menaces qui sont pas sécurisées, on a de toute évidence la partie cross-site scripting qui arrive tout en haut avec beaucoup d'échecs. Enfin, beaucoup de faux positifs, du coup. Et en fait, je vais peut-être pas prendre le temps de vous montrer dans le FortiWeb, mais en gros, il y a juste une case à cocher. Il y a la partie extended aussi qui a pas été activée. Et là, on voit bien que le Picus, il nous fournit le détail de toutes les attaques avec potentiellement les signatures, etc. Donc, si vous allez par exemple sur la partie menace, donc si je reprends mon exemple de qu'est-ce qui est passé en cross-site scripting, après, vous pouvez aller voir dans chacune des attaques, récupérer le lien vers la CVE de l'attaque en question, ou bien un détail au WASP. Donc, vous avez tous les liens, les références où on vous explique qu'est-ce que ça fait, éventuellement quelles sont les remédiations possibles. Et vous allez avoir du coup les mitigations possibles par éditeur. Donc, dans le cadre des partenariats, on va vous dire sur un McAfee, il faut mettre en place telle protection pour réussir à bloquer ce truc-là. Sur un F5, il faut mettre tel ou tel sensor. D'accord ? Et on peut, le cas échéant aussi, avoir un extract de la payload qui a été envoyée. Donc, vous pouvez aussi récupérer, par exemple, le malware si ça vous intéresse. Et une fois que vous avez corrigé
votre config, vous pouvez aller dans la partie Assessment et relancer un test. Parce que de base, Picus va envoyer ces 9000 attaques un petit peu dans le désordre, enfin, comme ça lui chante. Et s'il y a une menace en particulier qui vous intéresse, bah, vous allez dire je veux tester telle ou telle menace. Ok ? Et alors, pour vous montrer autre chose, je vais reprendre le global. Ça met toujours un peu de temps à charger normalement. On en verra peut-être tout à l'heure. Donc là, vous voyez bien que là, on envoie 8 attaques toutes les 10 minutes, avec un total déjà testé de 1400 attaques. Parce que celui-là, il a dû être démarré il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Et donc voilà, donc en général, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon le volume ou le nombre de pires que vous avez, ça va prendre plus ou moins de temps pour se faire une idée de la protection. Si je prends, par exemple, sur la partie ici, Palo Alto, je vais avoir le même genre de détail. Donc, on a fait des attaques de type serveur. Là, on va faire des attaques plutôt de type client. Donc, typiquement, un utilisateur qui télécharge un fichier malicieux. Et là, ce que j'ai fait hier, je pense, c'est que j'ai supprimé l'HTTPS. Et vous allez voir que si je le remets, le score, il se casse la figure. Parce qu'en fait, vu que sur le Palo Alto, on n'a pas mis en place de déchiffrement SSL, mais en fait, toutes les attaques qui sont en HTTPS, elles vont toutes passer. Parce que le firewall n'est pas capable de les bloquer. Et donc là, on voit bien que bah, clairement, c'est en termes de posture, c'est pas génial, quoi. Parce qu'on a un firewall, mais qu'on bloque que 40% des menaces. Ok. Et ce que je voulais vous montrer, c'était voilà, cette partie-là. Donc si je suis derrière un NAT, je vais faire que des attaques type client. Si je suis derrière un reverse proxy, je vais pouvoir aussi faire des attaques de type serveur. Donc ça, c'est juste des profils qu'on peut affiner pour éviter d'envoyer des attaques qui sont pas pertinentes entre guillemets. Du coup, ça va nous dire que l'attaque elle a pas abouti, mais c'est parce qu'on n'a pas réussi à transférer la payload. Donc ça, c'est assez classique, on va dire, pour du network. Donc on va aussi pouvoir faire des flux en interne, hein, si vous voulez envoyer d'un VLAN à un autre VLAN ou prendre un utilisateur en interne qui envoie des attaques, par exemple, sur un serveur de fichiers. C'est tout à fait possible. Ça va juste dépendre du choix, du positionnement de la sonde. Je vais faire rapidement la partie email, tac, qui est pas forcément au meilleur de sa forme, parce qu'on est en train de la mettre en place. Mais là, typiquement, par exemple, on va voir, alors je vais plutôt vous montrer ce qui est possible de faire. Sur la partie email, on va pouvoir traiter, par exemple, des URL malicieuses. Donc, on va mettre des URL malicieuses dans un email et on va regarder le comportement des plateformes de messagerie. Et il y a beaucoup de plateformes de messagerie qui traitent pas forcément très bien cette partie-là. Donc, ça va être intéressant. On peut évidemment joindre des pièces jointes. Et après, on peut affiner des catégories d'attaques. Donc, soit c'est du code malicieux, soit c'est de l'exploit, soit c'est de l'exfiltration de données. Donc, typiquement, la partie data exfiltration, on va la faire d'une ressource interne vers une ressource externe. Et vous pouvez évidemment avoir le détail des compromissions en fonction des différents types d'OS. Alors ça, je vous ai pas montré forcément tout à l'heure. Ça aurait été intéressant sur la partie WAF, par exemple. C'est que on a dans la partie analyse la possibilité de regarder quelles sont les attaques. Par exemple, ici, on a sur la partie PHP, on voit qu'on a un taux de détection de 74%. Et vous avez tout le détail sur le PHP, quelles sont les attaques qui passent ou celles qui passent pas. Donc, vous pouvez ensuite affiner éventuellement les profils parce que vous savez que dans votre réseau, par exemple, il y a que du 2IS ou il y a que de l'Apache, etc. Donc, vous allez pouvoir customiser ces choses-là pour qu'au lieu d'envoyer 9000 échantillons d'attaque, on n'envoie que les 2000 échantillons qui vous intéressent le plus. Donc, ça aussi, c'est très intéressant d'avoir ce genre de statistiques sur voilà, j'ai un bon taux de détection sur Windows, mais j'ai un mauvais taux de détection sur des menaces qui ciblent particulièrement du macOS, etc. Le cas échéant, ça peut permettre de revenir sur
sur les configurations ou sur les investissements. Alors il y a une nouvelle interface qui est en bêta, qui est un peu plus thread-centrique. Et en plus, le score, on prend le plus mauvais score de tous les vecteurs. Donc là, il ne faut pas forcément s'inquiéter d'ici de voir 10%, parce que pour les besoins de la démo, on a particulièrement laissé des choses un petit peu ouvertes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des environnements de production, on va tester des chaînes de sécurité et souvent, on va réussir à atteindre, une fois qu'on a durci la config, on va réussir à atteindre assez souvent du 92-93%. Voire plus pour pour les configurations les plus abouties, mais ça va demander un peu plus de temps. Si je prends par exemple les nouvelles menaces qui ont été publiées par Picus, alors je ne sais plus laquelle c'était. Voilà, là c'est assez intéressant. On voit que donc ça c'est un malware qui a été publié du coup il y a quelques jours. Et en fait, au début ici, il n'était pas bloqué. Mais par contre, il y a un autre équipement ici qui l'a bloqué. Donc en HTTP, ça a d'abord pas été bloqué sur tel vecteur. Par contre, sur un autre morceau du réseau, on voit que c'est bloqué. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont assez intéressants. Je crois pas que c'était celui-là. Si, c'est celui-là, Thanos. Donc si vous regardez un peu sur Internet, ce malware-là, il a commencé à être en activité fin juin. Et il a été ajouté à la base de données Picus le 7 juillet. Et le premier article public, il date du 1er ou du 2 juillet, je crois. Donc on voit que très rapidement, Picus a mis à disposition ce malware-là pour qu'on puisse le tester dans son infrastructure. Tac, tac, tac. Et donc là, c'est pareil. On voit que sur ce firewall, on n'est pas capable de bloquer ce nouveau malware. Donc clairement, ça veut dire potentiellement il y a des choses à revoir sur ce firewall pour être capable de se prémunir de tel malware. Alors que sur le Palo Alto, on a réussi à le bloquer. Peut-être parce qu'ils ont sorti une signature plus rapidement. C'est des exemples. Donc voilà un petit peu l'envers du décor. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la partie Mitre. Donc sur la partie endpoint, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir les différentes étapes de compromission de la machine. Alors, on pourrait y passer des heures, donc je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail. Je vais vous montrer par exemple la partie offuscation, voilà, exfiltration via un protocole alternatif. Donc en fait, là-dedans, on voit que par exemple, on va être capable de tester que une victime peut exfiltrer un fichier TXT via une encapsulation DNS. Donc là, on voit que ça a été bloqué. Par contre, je pense que si on regarde, il doit y en avoir une autre. Il doit bien y en avoir une qui est rouge. Voilà. Et par contre, une exfiltration d'un fichier RTF via port 80, bah, ça n'a pas été bloqué. Vous avez vraiment tout le détail de ce qui est capable de faire une machine. On va voir par exemple le fait de faire de l'escalade de privilèges. Quels sont les types d'escalade de privilèges qui ont réussi. Donc par exemple, comment devenir admin du Ghost, ou bien on va avoir tout ce qui est RDP. On va pouvoir faire du rebond, voilà, Windows Remote Management. Et on a à chaque fois le détail de qu'est-ce qui passe pas. Donc sur la partie latéralisation, c'est vrai que c'est particulièrement instructif. Donc là, autant il y a des choses qu'on peut bloquer d'un point de vue des firewalls ou d'un point de vue des proxys. Certaines cases rouges qui sont ici, qui vont nécessiter de modifier les profils par défaut sur les GPO, par exemple, pour être capable de limiter les capacités de la machine. Je pense que je vais passer aux questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que Raphaël ou François ou est-ce qu'il y a des aspects que j'ai pas abordés que vous souhaitez qu'on discute? Je pense que j'ai déjà fait, si on veut essayer de rester à peu près dans les temps. Non, pour ma part, je pense que tu as bien couvert la situation et on peut passer aux questions.
En attendant, est-ce que tu peux faire un petit point sur le mode de licensing de cette solution? Ouais, tout à fait. En fait, le mode de licensing, bah, ça tombe bien, je suis dessus. Le mode de licensing, grosso modo, c'est par chemin de compromission. C'est-à-dire, là, sur mon schéma, grosso modo, chaque trait de couleur, c'est une licence, pour faire simple. Donc, indirectement, plus vous avez de sondes, en général, plus il y a de vecteurs, plus il y a de vecteurs d'attaque. Euh, à minima, en général, les entreprises achètent 3 ou 5 licences pour pouvoir tester typiquement un endpoint, tester un DDMZ, des serveurs en interne. Et après, plus l'entreprise est grosse et plus potentiellement elle veut se prémunir de certains chemins. On peut aller jusqu'à mettre une sonde, par exemple, chez des sous-traitants ou dans des filiales. Si on prend il y a eu beaucoup d'attaques comme ça en 2017-2018 sur de la compromission via un sous-traitant, via un partenaire. On sait qu'aujourd'hui, quand on établit un VPN avec un partenaire, bah, des fois on établit le VPN et puis on met pas forcément de l'antivirus ou de l'IPS en plus, quoi. Et donc c'est beaucoup plus facile d'attaquer le sous-traitant de Total que d'attaquer le data center de Total directement. Parce que potentiellement, le sous-traitant de Total, il a peut-être pas le même niveau de sécurité que le data center de Total. Après, je dis Total, ça peut être n'importe qui. Hein. Je ne vise personne. Euh, donc, plus on a de vecteurs, plus on déploie de sondes, bah, meilleure sera la connaissance de l'entreprise. Après, vous avez la possibilité aussi de déplacer des sondes. Voilà, si jamais vous voulez pas forcément acheter des milliards de sondes pour toute l'année, vous mettez des sondes à demeure sur les vecteurs ou sur les assets les plus critiques de l'entreprise. Et puis peut-être que vous allez avoir une sonde, entre guillemets, que je vais appeler mobile, et puis vous allez la déplacer de temps en temps pour essayer de voir où est-ce qu'il n'y aurait pas des trous dans la raquette. Et donc en fait, si on regarde ici dans la partie licensing, vous voyez qu'on a 7 licences actives et on vient décrémenter entre guillemets les licences à mesure qu'on configure des chemins. Donc je vais dire, bah, je veux faire une attaque dans mon réseau de mon équipement qui est dans le LAN, par exemple, vers ma DMZ derrière mon Palo Alto, admettons. Okay, et donc ça, je vais activer ce vecteur-là et ça va me compter une licence. Et quand je configure le vecteur, je peux aussi lui dire, bah là, entre les deux, il y a un Palo Alto où il y a que je veux que tu me donnes les mitigations adaptées pour ce chemin d'attaque. Ok. Après, au niveau du pricing, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite ou je pense que c'est plus simple de revenir vers vous au cas par cas selon les clients. Alors, on a eu d'autres questions, Maxime, donc je vais te les poser. La première, c'est comment fonctionnent les sondes, notamment en termes de flux entre le SI et Picus. Ouais. Alors, le Picus Manager, il est soit dans le cloud, soit on-prem. Et grosso modo, ce qu'on va faire, c'est que on va whitelister grosso modo l'IP du Picus Manager pour que toutes les sondes puissent télécharger le moteur et les mises à jour de malware. Donc en fait ici en général bah, on va pas mettre de sécurité parce que on veut juste récupérer les mises à jour. Et ensuite ce qui va nous intéresser c'est entre un attaquant et une victime. De là on va traverser sur cette petite flèche, on va traverser les firewalls, les proxys, etc. Sur la partie networking, on fait que de l'HTTP, enfin 80 et 443, que ce soit du server side ou du client side. Donc une compromission plutôt pour un serveur ou plutôt pour un utilisateur. Et après sur la partie endpoint, par contre, comme je l'ai montré tout à l'heure, on fait par exemple du DNS, on fait d'autres protocoles, on fait du RDP par exemple pour la latéralisation, des choses comme ça. Ça tombe bien, ça rejoint un peu la deuxième question, si tu as terminé, qui est comment fonctionne la détection de malware sur les endpoints? Est-ce qu'il faut en gros, ou est-ce que c'est purement de l'analyse de flux? non, c'est de l'analyse typiquement de fichiers. Il y a aussi du fileless.
je suis pas sûr qu'on ait forcément le temps de la démo, mais euh, grosso modo, l'agent Picus, il faut qu'il soit whitelisté par le endpoint parce qu'il y a certains endpoints qui vont détecter, par exemple, que c'est l'agent Picus qui a téléchargé le malware. Et donc, quand on refait l'historique de la compromission, il faut quand même whitelister l'agent Picus. L'agent Picus, il va télécharger un malware, par exemple. Il va le mettre dans un dossier bien particulier, qui est un dossier tampon, et il va attendre un certain temps. Et il va vérifier si le fichier il a été déplacé en quarantaine ou s'il a été supprimé, par exemple. Et en fonction de ça, on va savoir si ça a été, si la protection de l'endpoint est efficace ou pas. Et après, pour la partie ATP ou scénario, il va y avoir typiquement des modifications dans le registre ou des choses comme ça. On va regarder le comportement de la machine. Est-ce que ça revient en arrière tout seul? Et s'il n'y a pas eu de contre-mesure, donc si ça n'a pas été détecté, c'est l'agent Picus qui va re-stériliser entre guillemets la machine. Donc à chaque fois, on dépose un malware et on le resupprime. OK? D'accord. Et pour terminer, il demandait en fait au niveau de l'analyse de flux, qu'en est-il des flux chiffrés de bout en bout? C'est tout le problème. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans mon Palo Alto, là aujourd'hui, quand je dis je veux faire des attaques chiffrées et non chiffrées, en fait, j'ai un taux de détection qui est très bas. Alors que si je mets en place du déchiffrement, forcément, ce taux-là, il va remonter plutôt de l'ordre de 70%. Mais c'est possible de mettre en place du déchiffrement. Ici, vous avez la possibilité de configurer les keepers et les certificats de votre Certificate Authority pour pouvoir valider que, pour que le Picus, il trust le déchiffrement. Et du coup, on va pouvoir auditer, y compris les flux chiffrés. Enfin, on n'audite pas les flux chiffrés, on audite que le firewall et le proxy est capable de bloquer un flux de type chiffré. Donc, c'est possible. Après, on sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité des clients ne le font pas forcément. La partie déchiffrement, en général, ça nécessite pas mal de précautions. C'est assez lourd à mettre en place d'un point de vue système. Il faut une PKI, il faut des GPO, etc. Mais c'est possible à faire. Tac. Ça, c'est répondu. OK. Rupture protocolaire. Du coup, oui, man in the middle. Tout à fait. On fait du man in the middle pour pouvoir inspecter. C'est le firewall qui fait du man in the middle, mais donc il y a bien une rupture protocolaire d'un point de vue du Picus, mais ça change rien entre guillemets. C'est pas le Picus qui fait la rupture protocolaire. Le Picus, c'est lui, l'attaquant et la victime, ils subissent d'une certaine manière la rupture protocolaire et le déchiffrement qui va être mis en place soit par le F5, soit par le Palo Alto, etc. Les proxys ou les reverse proxys. Les attaques sont-elles envoyées sur la VM répliquant l'environnement du SI? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est qu'il faut que les sondes, il faut que les VM, elles soient au plus proche de vos équipements de production. Parce que si on commence à se mettre dans un environnement isolé du réseau, OK, potentiellement, c'est bien, on teste les mêmes équipements, parce qu'on va probablement remettre un checkpoint s'il y avait déjà du checkpoint ou des choses comme ça. Par contre, l'inconvénient, c'est que on va matcher des règles qui sont différentes. Donc, potentiellement, on va refaire des erreurs humaines. Alors que c'est typiquement ce qu'on veut pas faire. On veut détecter les erreurs humaines. Donc, le plus simple, c'est de se retrouver typiquement dans la même DMZ que les serveurs web ou dans le même réseau LAN ou en tout cas dans la même zone de sécurité. C'est un minima. Que les utilisateurs qui seraient dans le siège social ou dans les agences. D'accord, il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non, j'ai pas l'impression. OK, bon, de toute manière, on a dépassé le temps. Donc, merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci Maxime pour cette présentation très claire et très détaillée. Et merci à tous. C'était un plaisir. Et puis à très bientôt du coup. À très bientôt, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine édition des Tech Days. Merci, au revoir.